Nous reprenons donc là où nous étions arrêtés la dernière fois, sur la troisième partie, les énergies renouvelables. Et nous avions arrêté sur la partie l'hydroélectricité, et je vous avais expliqué que les barrages, c'est très dangereux. Voilà. Mais c'est bien aussi quand même. Si on continue maintenant sur les énergies renouvelables, aujourd'hui, nous allons aborder le thème ou les thèmes de l'énergie éolienne, donc les éoliennes, et puis l'énergie solaire, et on prendra un exemple de ce qui a été fait chez un de nos voisins, qui est l'Allemagne. Alors, je vais commencer par dire que on va pas forcément rentrer dans des détails techniques, notamment pour le solaire, parce que c'est un domaine, les panneaux photovoltaïques, qui évolue beaucoup, très rapidement, et la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. En fait, les techniques évoluent d'année en année, et très rapidement. Donc, on va parler, on va dire, des grands principes, des avantages et des inconvénients de l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. En commençant par l'énergie éolienne. Alors, comme à chaque fois, quelques ordres de grandeur, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de comprendre les choses. Je vous rappelle un ordre de grandeur que je vous ai déjà donné plusieurs fois et qu'on reverra sur le cours, sur la partie sur le nucléaire. On peut dire qu'un réacteur nucléaire, alors pourquoi je prends l'exemple du nucléaire? Ce n'est pas parce que je suis pro-nucléaire, hein, c'est parce que 70% de notre électricité est nucléaire en France. Donc voilà, je compare à ça. Un réacteur nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts de puissance. Alors, quelques ordres de grandeur pour savoir en fait à quoi correspond l'énergie qui peut être produite par une éolienne, les éoliennes qui sont plantées dans les champs là au bord des routes. Il y a plusieurs types d'éoliennes avec plusieurs puissances. Moi, je considérais que les éoliennes en moyenne ont une puissance de 3 mégawatts. Et si on veut savoir quelle énergie électrique peut fournir une éolienne, en fait, on peut faire un calcul d'ordre de grandeur qui est assez simple. Parce que cette énergie, elle est due à quoi? Elle est due à une masse de vent, enfin une masse d'air, qui avance à une certaine vitesse, qui passe dans les pales de l'éolienne pour les faire tourner. Si, par exemple, on prend un volume d'air de 1000 mètres cubes, sachant que la densité de l'air, c'est à peu près 1,2 kg par mètre cube. Et si cette masse d'air, on la fait avancer à 40 km/h. Alors, pourquoi j'ai pris 40 km/h? Parce que c'est, on va dire, la vitesse optimale du vent pour faire fonctionner correctement une éolienne. Il ne faut pas avoir un vent trop fort, parce que s'il y a un vent trop fort, en fait, il y a des risques au niveau de l'éolienne et du coup, les éoliennes s'arrêtent. Donc, quand il y a des vents, quand il y a des rafales à 90 km/h, il faut arrêter les éoliennes, elles ne peuvent pas produire. Donc, ce volume d'air, on a la masse volumique et la vitesse. Ben, en fait, l'énergie qui peut être libérée par cette masse d'air qui avance, c'est 1,5 de mv carré, l'énergie cinétique. Voilà, il suffit de faire le calcul. Ça fait 75 kJ. Et si on convertit ça en kWh, ça fait 0,02 kWh. C'est l'équivalent de l'énergie thermique qui peut être libérée quand on brûle 2 millilitres d'essence. Voilà, ça permet de fixer les ordres de grandeur. Et si on considère que le vent, eh bien, il souffle à 40 km/h pendant 24 heures, eh bien, on peut multiplier par 24 heures pour avoir l'énergie. Et ça correspond à peu près à l'énergie qui peut être libérée par 200 litres d'essence que l'on brûle. Voilà. Et donc, au départ, quand je vous disais que l'éolien, c'est quelque chose de très… Enfin, l'énergie éolienne, c'est quelque chose de très diffus, ben effectivement, hein, par rapport à l'essence, donc au pétrole qui est très concentré, un des problèmes de l'énergie éolienne, c'est que c'est une densité d'énergie qui est très faible. Alors maintenant, sachant ça, imaginons que l'on veuille produire toute l'électricité dont on a besoin en France avec des éoliennes. Donc ce type d'éolienne, je vous disais, à peu près 3 mégawatts de puissance.
La France consomme chaque année à peu près 550 TWh d'électricité. Térawattheure, je vous rappelle, c'est une unité d'énergie. Si vous vous souvenez du contrôle d'électricité que vous avez eu la semaine dernière. Donc, 550 TWh. Et lorsque l'on parle d'une éolienne en particulier, il faut comprendre ce que c'est que le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est la proportion d'énergie que peut réellement produire l'installation, donc l'éolienne, par rapport à sa puissance nominale. Ou autrement dit, c'est l'énergie qui est réellement produite comparée à l'énergie qui serait produite si on faisait fonctionner cette éolienne en permanence avec un rendement maximal. Le facteur de charge d'une éolienne, c'est à peu près 25%. Ça veut dire en fait aussi qu'une éolienne, puisqu'elle ne tourne que quand il y a du vent, eh bien, elle ne produit que 25% du temps. Sur une année, elle ne va produire que 25% du temps sur l'année, parce que le reste du temps, il n'y a pas assez de vent, donc elle ne tourne pas. La puissance moyenne d'une éolienne, si je prends 3 MW, ben, si on veut l'énergie qu'elle peut produire sur un an, si elle tourne avec un rendement maximal pendant toute l'année, elle est capable de produire 26 gigawattheures. Il suffit de multiplier les mégawatts par le nombre d'heures qu'il y a dans une année. Mais comme elle a un facteur de charge de 25%, en réalité, sur ces 26 gigawattheures, elle ne produira que 6,5 gigawattheures. Et donc, le calcul est assez simple. Si une éolienne est capable de produire sur une année 6,5 gigawattheures, alors qu'il faut 550 térawattheures pour faire fonctionner la France en électricité, ben, il suffit de faire le rapport. Ça veut dire qu'on a besoin de 85 000 éoliennes pour produire 550 térawattheures d'électricité. Alors, bien sûr, ça, ce sont des calculs d'ordre de grandeur. En fonction de si on prend des éoliennes à 2 MW ou à 4 MW, ça ne va pas être tout à fait pareil. Si on fait varier le facteur de charge à 20% ou à 30%, ça change un peu aussi. Mais en tout cas, c'est plusieurs dizaines de milliers d'éoliennes. Qu'est-ce que ça représente en surface? Normalement, les éoliennes ne peuvent être implantées qu'à 500 mètres les unes des autres. Ce qui veut dire qu'une éolienne occupe 25 hectares. 25 hectares fois 85 000 éoliennes, ça fait un peu plus de 20 000 km². Si on veut faire fonctionner la France uniquement avec des éoliennes, ça veut dire qu'il faut prendre 20 000 km² sur lesquels on ne met rien d'autre que des éoliennes. Pour avoir un ordre de grandeur, la Bretagne, c'est à peu près 27 000 km². Donc, il faut à peu près supprimer la Bretagne, il faut raser tout ce qu'il y a, et en Bretagne, ne mettre que des éoliennes. Ce qui, comme je disais à mon groupe que j'avais ce matin, permettra de régler le problème de la Bretagne et des Bretons qui, comme on le sait tous, sont alcooliques. Le nombre d'articles sur les journaux où on voit qu'un Breton a grillé un feu parce qu'il était bourré, on en voit tous les jours. Donc, ça permettrait de régler un certain problème d'alcoolisme. Je ne sais pas s'il y a des Bretons là. Ils sont d'accord avec moi? Ben non, ils sont bourrés, ils ne comprennent pas. Voilà, Mais vaut mieux pour vous qu'il n'y en ait pas, du coup. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas, c'est vrai. Bon, en tout cas, sur les ordres de grandeur, voilà à quoi ça correspond. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'éoliennes, hein, mais il faut quand même comprendre ce que ça signifie. Maintenant, les éoliennes, il faut les implanter là où il y a du vent. Pour ça, on peut regarder cette carte qui représente ce qu'on appelle le gisement éolien en France. C'est en fait la puissance disponible par mètre carré, c'est des watts par mètre carré, en fonction de la force du vent qui souffle sur ces différentes régions. Quand c'est bleu foncé, il y a beaucoup de vent. Quand c'est rouge, un peu moins, et ainsi de suite. Alors, petite remarque. Si un jour, vous voyez débarquer chez vous un installateur de petites éoliennes, il y a des éoliennes qui peuvent être installées chez les particuliers. Ce n'est pas des grosses éoliennes à 3 MW, mais on peut faire installer une éolienne chez soi. Donc, si un jour, vous voyez un installateur d'éoliennes domestiques qui vient chez vous et qui vous dit « Ah ben regardez, vous êtes dans cette zone rouge, c'est très bien, il y a beaucoup de vent, donc vous pouvez installer », méfiez-vous parce qu'en fait, ça,
ce sont des cartes globales, ou ça c'est une carte globale sur la France. Maintenant, ce qu'il faut regarder quand on veut implanter une éolienne, c'est vraiment où est-ce qu'on l'implante exactement. Et donc, on peut avoir des cartes beaucoup plus précises parce qu'à 100 mètres de distance, on peut avoir des couloirs de vent ou alors parfois pas de vent du tout. Donc, il faut se méfier. Voilà. Il y a pas mal d'arnaques sur ça. En tout cas, d'une manière générale, si on veut produire de l'électricité avec des éoliennes, le mieux, eh bien, c'est de mettre des éoliennes soit ici en Bretagne ou en Normandie, ou alors dans le sud-est de la France. Ce qui pourrait, si on fait ça, éventuellement régler un problème. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'éolien, c'est une énergie qui n'est pas pilotable. On y reviendra après, hein, mais ça veut dire qu'on a de l'électricité que quand il y a du vent. Si on met toutes nos éoliennes ici, ça veut dire que ça ne produira que s'il y a du vent ici. Maintenant, si on les dispatche un peu partout, on pourrait se dire, en les dispatchant, peut-être que s'il n'y a pas de vent à un endroit, alors il y a du vent à un autre endroit. Et donc, comme ça peut faire une moyenne et on peut produire tout le temps de l'électricité. Donc, voici, sur 2 villes, alors une en Bretagne et puis une dans le sud-est à Perpignan, voici des données qui nous indiquent sur l'année 2019, en fonction du mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça c'est les mois. Quels sont les mois où il y a eu beaucoup de vent ou pas de vent? La force du vent ici est sur l'échelle Beaufort. Alors par exemple, si on regarde le mois de janvier, il y a eu un jour où il y a eu beaucoup de vent et il y a eu 5 jours où il n'y a pas eu beaucoup de vent. Plus c'est foncé, plus il y a du vent. Et puis le chiffre à l'intérieur, c'est le nombre de jours dans le mois où il y a eu cette force-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à Vannes, donc en Bretagne, il y a beaucoup de vent, on va dire janvier-février, puis il y en a beaucoup novembre-décembre. Par contre, l'été, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, si on met des éoliennes en Bretagne, elles vont surtout produire l'hiver et beaucoup moins l'été. Si on regarde ce qui se passe à Perpignan, en fait, c'est la même chose. Dans le sud-est, il y a beaucoup de vent ou beaucoup plus de vent l'hiver et il y en a beaucoup moins l'été. Donc, même si on répartit nos éoliennes un peu partout, on ne peut pas se dire que il y a plus de vent à un endroit et moins à un autre pour faire une moyenne. En réalité, quand il y a du vent en France, il y en a partout. Et quand il n'y en a pas, il y en a nulle part. Et ça peut être généralisé à l'Europe. Quand on a un gros anticyclone, il est sur l'Europe. Quand il y a une grosse dépression, il est sur l'Europe. Et donc, quand il y a du vent en Europe, il y en a partout. Et quand il n'y a pas de vent en Europe, il y en a partout. Enfin, il y en a nulle part plutôt. L'électricité éolienne, comme je vous le disais, n'est pas pilotable. Qu'est-ce que ça veut dire pas pilotable? Ici, je vous remontre une courbe que je vous avais montrée la dernière fois. Ça, c'est la production d'électricité, la consommation, d'électricité en France sur une semaine. Alors là, c'était la semaine du 9 décembre au 15 décembre en 2019. Et on retrouve à chaque fois le pic de 19 heures, ce que je vous avais expliqué. Et puis le week-end, on a besoin d'un peu moins d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut vivre comme on vit actuellement, il nous faut des moyens de production électrique qui s'accordent à nos modes de vie. Et donc, il nous faut des moyens de production qui nous donnent beaucoup d'électricité à 19 heures, beaucoup d'électricité le matin et puis moins la nuit. Si on regarde maintenant la même semaine, la production électrique éolienne, alors là, il n'y a aucune régularité. Il y a des jours où il y a beaucoup de vent, il y a des jours où il n'y a pas de vent, et puis le pic de 19 heures, le vent, il s'en fout. On n'a pas de bol, le vent ne respecte pas notre pic de 19 heures. Et donc ça montre que cette courbe bleue en bas ne s'adapte pas à notre mode de vie. Nous avons un mode de vie où on veut utiliser de l'énergie quand on en a envie. Si on passe sur une production totale en électricité éolienne, alors ça voudra dire qu'il faudra passer à un mode de vie où on va consommer de l'énergie quand il y a du vent. Ça change tout. Ça veut dire qu'on arrête de programmer nos trucs pour les lancer quand on a envie.
On arrête de regarder Netflix le soir parce qu'on a envie de regarder Netflix le soir et on regarde Netflix quand il y a du vent. Donc, ça change tout. L'électricité 100% éolienne, c'est possible, mais ce n'est pas compatible avec notre mode de vie. Et par la suite, quand je vais parler de solaire, ça va être à peu près la même chose. Alors, encore une fois, j'insiste, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'éolien, qu'il ne faut pas faire de solaire. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va remplacer 80% d'électricité pilotable par 100% d'électricité non pilotable sans changer la manière dont on vit. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. C'est surtout la conclusion que je veux qu'on retienne. Donc pour le solaire, ça va être à peu près la même chose. On peut d'abord commencer par quelques ordres de grandeur. Je vous avais déjà dit, je crois que je vous avais présenté ma facture électrique en cours d'élec. L'an dernier, j'ai consommé à peu près 13 000 kWh dans l'année. Alors, imaginons que je veuille devenir autonome en électricité, et puis chez moi, je ne veux pas mettre une éolienne, je veux mettre des panneaux solaires. Question, quelle surface de panneaux solaires est-ce que je dois mettre? Pour comprendre comment fonctionne un panneau solaire, il y a une grandeur intéressante qu'on appelle la puissance crête, qui est donc en kilowatts crête. Kilowatt, c'est une puissance, et puis le petit c veut dire crête. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance crête, c'est la puissance électrique d'un panneau, mais attention, c'est sa puissance si on l'oriente correctement, c'est-à-dire plein sud, parce qu'il faut que le soleil tape dessus. Il faut qu'il soit orienté avec un certain angle d'inclinaison. Alors, je ne me souviens plus l'angle, j'ai plus l'angle en tête, mais il ne faut pas qu'il soit complètement à la verticale ou à plat. Il y a un certain angle pour lequel sa production va être optimale. C'est la puissance qu'il va fournir s'il est irradié, donc éclairé par une puissance solaire de 1000 watts par mètre carré. Donc, sur chacun des mètres carrés, il y a 1000 watts de puissance d'énergie solaire qui arrive. Et si il fait 25 degrés. Le 25 degrés est important. On pourrait croire que des panneaux solaires vont produire quand il fait, plus il fait chaud, plus ils vont produire. Ce n'est pas vrai. Quand il fait 35 degrés, le rendement d'un panneau solaire baisse. En fait, un panneau solaire va produire correctement aux alentours de 20 à 25 degrés. Donc, quand on achète un panneau solaire et qu'on nous dit, ben voilà, il peut délivrer telle puissance, en fait, c'est une puissance crête. Et c'est la puissance qu'il peut délivrer s'il est plein sud, orienté correctement, éclairé à 1000 watts par mètre carré et à une température de 25 degrés. Voilà. En moyenne, pour avoir une puissance de 1 kW crête, il faut installer 10 mètres carrés de panneaux. Maintenant, ici, vous avez une carte qui, en fait, correspond à l'ensoleillement en fonction des régions en France. Il y a beaucoup plus de soleil dans le sud-est que dans le nord. Et en fonction de l'ensoleillement, évidemment, plus il y a d'ensoleillement, mieux les panneaux solaires vont fonctionner. Par exemple, ici dans le sud-est, eh bien, 1 kW crête, c'est-à-dire 10 mètres carrés de panneaux, peuvent produire entre 1200 et 1300 kWh. Dans le nord, il y a beaucoup moins d'ensoleillement. Les mêmes panneaux, parce qu'il y a moins d'ensoleillement, par kilowatt crête, ne vont produire qu'entre 800 et 900 kWh. Voilà. Nous, on habite en Dordogne, en tout cas, moi, j'habite en Dordogne. Et en Dordogne, eh bien, si on regarde en Dordogne, on est par là, donc on est jaune. On est entre 1100 et 1150. Donc, j'ai dit que si j'installe des panneaux, ça fait 1100 kWh par kilowatt crête. 1100 kWh, moi, je consomme 13 000. Donc, 13 000 divisé par 1100, ça fait 12 kW crête. 12 kW crête, 10 mètres carrés par kilowatt. Et donc, ça veut dire que si je veux fonctionner chez moi en autonomie, il faut que j'installe 120 mètres carrés de panneaux. 120 mètres carrés, c'est la surface d'une maison. Donc, il faut avoir dans son jardin une surface disponible pour pouvoir mettre 120 mètres carrés. Une moyenne des prix à l'installation,
c'est 2 500 € du kilowatt crête. Ce qui veut dire que si je veux faire installer ça, j'en ai pour entre 30 et 40 000 €. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit tout à fait rentable tout de suite. Et en plus, alors c'est possible, mais on verra que ça peut poser certains problèmes au niveau des réseaux électriques. En tout cas, si jamais je fais ça, ça veut dire que sur l'année, je vais produire 13 000 kWh. Le problème, c'est que je vais produire 13 000 kWh, mais quand il fait du soleil. Or, moi, je les consomme de manière beaucoup plus homogène et je ne consomme pas mes 13 000 kWh que la journée. Je consomme aussi la nuit. Donc, ça veut dire que je vais devoir mettre en place un moyen de stockage pour pouvoir stocker de l'électricité quand il y a beaucoup de soleil, pour pouvoir l'utiliser la nuit ou quand il n'y a pas de soleil. Or, des moyens de stockage individuels à cette échelle-là, pour le moment, on n'en a pas. Ou alors, ça coûte très, très cher. Mais on n'en a pas et en tout cas, on ne peut pas le généraliser. Ça veut dire que quand on installe des panneaux solaires pour produire de l'électricité, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on souscrit à un double contrat chez EDF, un contrat d'achat et de revente. Je peux produire de l'électricité et la consommer pour faire fonctionner ma maison. Et si jamais à un moment, il y a beaucoup de soleil et je ne consomme pas tout ce que je produis, alors EDF rachète mon électricité pour l'envoyer dans le réseau. Et ça veut dire que avoir une installation totalement autonome, sans contrat EDF et sans être relié au réseau, actuellement, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Donc, il y a aussi parfois une certaine illusion. On entend des personnes dire « moi, je vais me faire installer mes panneaux photovoltaïques, je vais être autonome ». Ce n'est pas si simple que ça. Surtout que ça génère en plus quelques problèmes au niveau du réseau, comme je le disais. Donc ça, on va le voir après. Monsieur, Oui. les panneaux qu'ils ont mis sur l'esplanade, c'est pour l'IUT? Alors, je crois que c'est le Conseil général qui a fait ça. Et donc, je pense qu'il doit y avoir en fait une location de surface. Je ne sais pas de quelle manière. De toute façon, les locaux et l'esplanade et les bâtiments, je ne sais pas à qui ils appartiennent. Est-ce que ça appartient à l'université ou au Conseil général? Je ne sais pas. Mais c'est le Conseil général. Et ensuite, c'est de l'électricité qui ne va pas être forcément consommée sur place. C'est de l'électricité qui est renvoyée sur le réseau. Ok. C'est pas de l'autoconsommation. Si c'était D'accord, ok. Ce qui est le cas on voit maintenant fleurir un peu partout dans les campagnes des grands hangars agricoles avec des grands toits de panneaux photovoltaïques. Là aussi, en fait, l'agriculteur dessous, je ne sais pas, il va abriter son matériel ou ses bottes de paille, mais l'électricité qui est produite avec ces panneaux photovoltaïques, il ne la consomme pas chez lui. En fait, il la revend à EDF et les renvoie sur le réseau. De l'autoconsommation, c'est très, très, très rare, en fait. Monsieur, Oui. il le rachète, enfin, c'est quoi la proportion pour le prix de l'énergie qu'on revend à EDF? Le tarif, tu veux dire? Oui. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je sais qu'à un moment, c'était très intéressant, mais je sais que depuis quelques années, ça l'est beaucoup moins. Et donc, quand on met une installation à 10 ou 20 000 € en panneaux photovoltaïques, avant qu'elle soit rentabilisée avec avec l'électricité qui est revendue, il y en a pour des années, des années. Donc, c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment bien étudier, vraiment bien calculer, parce que sur les 10 dernières années, il y a eu énormément d'arnaques là-dessus. Voilà. Maintenant, comme moi, je n'en ai jamais fait installer, je ne pourrais pas te dire le prix, mais ça doit pouvoir se trouver assez facilement. On peut ensuite faire le même calcul que tout à l'heure avec les éoliennes et se dire, si on veut produire toute l'électricité française avec des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire 550 TWh, alors, le mieux, eh bien, c'est de se mettre, comme je le disais, par là où il y a beaucoup de soleil. Donc ici, dans le sud-est ou en Corse. Et là aussi, le calcul, il est assez facile. Et on montre que, là encore, c'est un ordre de grandeur, il faut installer 4500 km² de panneaux photovoltaïques, soit environ la moitié de la Corse. Alors, la moitié de la Corse,
mais la moitié de la Corse, il faut que ce soit bien orienté, donc on peut considérer la Corse, quoi. Donc après le problème breton, on a réglé le problème corse, terminé. En tout cas, sur les ordres de grandeur de surface, voilà à quoi ça correspond. Le fait que l'éolien ou le solaire, ce soit des énergies qui sont très peu concentrées, donc très diffuses, pour pouvoir capter une grande quantité d'énergie, on a besoin d'énormément de surface. Souvent, on n'y pense pas. Alors que des centrales de production, qu'elles soient fossiles ou nucléaires ou de l'hydroélectricité, ça demande beaucoup moins de place. C'est beaucoup plus concentré. Donc, on a besoin de moins de surface. Et si on prend beaucoup de surface pour mettre des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, ça veut dire qu'on a moins de surface pour les terres agricoles aussi. Voilà. Et encore une fois, l'électricité, la nuit, si on met que du solaire, il faut oublier. Quand il pleut, il faut oublier. On a de l'électricité uniquement quand il y a du soleil. Et le problème, c'est qu'on a alors beaucoup d'électricité l'été, sauf que l'été, en France, on ne chauffe pas. Et le gros de la consommation électrique, en France, il est l'hiver, parce qu'on chauffe beaucoup l'hiver. Donc là encore, il y a un problème entre les usages et la production. Très rapidement, une autre technique dont on ne parle pas assez rarement quand on parle de soleil. Quand on parle de soleil, on ne parle que des panneaux photovoltaïques. Il existe une autre technique qui sont les centrales à concentration solaire. Donc ça, c'en est une, par exemple. Comment ça fonctionne? C'est une centrale thermique, comme une centrale à charbon ou une centrale à gaz. Une centrale à charbon, en fait, on fait brûler du charbon. Donc, ça crée une source chaude. Et avec cette source chaude, on peut chauffer de l'eau. Cette eau, on la vaporise. Elle fait tourner des turbines, des alternateurs. Ça fait de l'électricité. Et donc, une centrale thermique, il nous faut une source chaude. Au lieu de faire chauffer du charbon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser l'énergie solaire. Et tout le tour, là, tout ce que vous voyez, ce sont des miroirs. Ces miroirs renvoient le rayonnement solaire au niveau, hop, ici, d'un point chaud. Donc, on a en fait une concentration solaire. Et tous ces miroirs, forcément, ça fait beaucoup chauffer ici et on peut chauffer de l'eau. Donc, ça, c'est une centrale à concentration solaire. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de soleil. Si on regarde dans le monde, c'est bien par là, notamment en Afrique. Et pour la petite remarque, il y a des projets à l'étude de construction de centrales solaires là où il y a beaucoup de soleil, par exemple dans le Sahara. Et donc, il y a des ingénieurs qui se disent, bien, on pourrait éventuellement construire pas mal de centrales solaires ici, surtout qu'en plus, ça, c'est très, très peu peuplé. Il n'y a pas beaucoup de monde, là, au niveau du Sahara. On produit notre électricité et puis ensuite, avec l'électricité qui est produite ici, on tire de longs câbles et on envoie cette électricité en Europe. Tirer des longs câbles, on sait le faire. Il y a des câbles partout à travers la mer pour transférer plein de choses. Donc, ça veut dire qu'après leur avoir volé le pétrole, après les avoir réduits en esclavage, piqué tous leurs diamants, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller construire des centrales solaires chez eux pour nous servir en électricité. C'est quand même, enfin, à mon sens, c'est quand même un peu gonflé. Mais il y a des projets à l'étude. Bon, en tout cas, la concentration solaire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on en entend assez peu parler. Comme l'éolien, le solaire, donc c'est très bien. À nouveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, c'est très bien le solaire, mais ce n'est pas pilotable. Ici, sur le graphe du haut, vous avez la production électrique solaire française. Alors, c'était à l'été 2019. Et puis, en bas à droite, c'est à l'hiver. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit bien l'alternance jour-nuit. Le haut du pic, c'est le jour. Le bas, c'est la nuit. Voilà. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est l'énorme différence de production entre l'été et l'hiver. Ici, je pense qu'on doit être en mégawatts. On est à peu près à 5000. L'hiver, on n'est pas tout à fait à 2000, donc 2 fois moins. Donc, ça illustre ce que je disais tout à l'heure. L'hiver, on a besoin d'électricité pour chauffer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de soleil. Et une autre chose particulière aussi, c'est que vous pouvez voir que même l'été, d'un jour à l'autre, on peut avoir une production qui est multipliée ou divisée par 2. C'est vraiment très, très erratique. Et donc, piloter une production électrique avec ça, c'est très, très, très compliqué parce qu'on a une forte variabilité horaire dans la journée
il suffit que vous ayez un nuage qui passe devant les panneaux, il s'arrête de produire. Vous allez avoir une variabilité journalière d'un jour à l'autre et il y a aussi une variabilité saisonnière. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous montrais sur le site RTE la belle prévision de la courbe de production française et puis la consommation qui s'alignait exactement. Avec du solaire, ça va être beaucoup plus compliqué de prévoir la production et donc de prévoir la consommation. Monsieur, Oui, comment ça se fait qu'il y ait une production électrique solaire la nuit? il n'y en a pas. Mais les Il n'y en a pics, ils sont pas. dans les Le zéros. bas du pic, là, à chaque fois, quand c'est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. J'aurais Ah, pu ok. zoomer. Ok. Ça produit quand c'est orange. Donc, en fait, orange, on va dire, c'est midi, quoi. Et puis, boum, hop, là, c'est la nuit, ça ne produit plus. Et puis là, c'est le jour, ça produit, et ainsi de suite. La Lune ne produit pas, ce qui est dommage. Quand on parle d'électricité, je vous en ai parlé un tout petit peu la dernière fois avec les graphiques sur le site d'RTE, on parle très rarement de réseau. Pourtant, c'est fondamental. Parce qu'un réseau comme on l'a actuellement n'est pas forcément adapté pour fonctionner avec du photovoltaïque ou de l'éolien. Pourquoi? Nous, ce que nous avons en France, en Europe et d'une manière générale dans le monde, c'est un réseau avec une production de têtes de réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau électrique, c'est en fait une grande toile d'araignée sur la France avec plein de nœuds. Et à chaque nœud, il y a une maison ou une unité de consommation ou une unité de production. Et on a même plus qu'un réseau national, on a un réseau européen, puisque les réseaux des différents pays européens sont interconnectés. Et on échange de l'électricité. Je vous l'ai montré la dernière fois. Nous, on a un réseau avec une production de têtes de réseau. Ça veut dire qu'à certains nœuds du réseau, on a une grosse unité de production, typiquement une centrale à charbon ou une centrale nucléaire, qui produit énormément d'électricité. Et cette électricité est envoyée sur le réseau quand on en a envie, puisque c'est pilotable. Donc, on a une production de puissance. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'ajuster la puissance à la demande. Parce que tout ça, charbon, gaz, nucléaire, c'est pilotable. Et donc, ça signifie qu'on n'a pas besoin de stocker de l'électricité. On la produit quand on en a besoin. Et de toute façon, l'électricité, ça ne se stocke pas. Si on veut stocker de l'électricité, en fait, il faut transformer l'énergie électrique en autre chose pour ensuite la retransformer en électricité. Une chose que je n'ai pas écrite ici, et je vous en ai parlé dans le cours sur l'électricité, vous savez que nous, notre réseau fonctionne à une fréquence de 50 Hz. On a de l'alternatif, on n'a pas du continu, on a de l'alternatif, 50 Hz. Et il faut absolument que la fréquence soit parfaitement réglée. Entre 50 Hz et 51 Hz, ce n'est pas la même chose. Et il me semble qu'il y a même une certaine sécurité où si jamais la fréquence passée en dessous de 48 Hz, ça se coupe. Parce que ça veut dire que ça déstabilise complètement le réseau. Il faut que la fréquence soit vraiment réglée de manière très précise. Avec des centrales thermiques et des grosses unités de production, c'est facile. C'est facile pourquoi? Parce que, en fait, pour produire de l'électricité, on fait tourner un alternateur. Cet alternateur, si on le fait tourner à la bonne vitesse, il fait de l'électricité à 50 Hz. Voilà. Donc, c'est facile. Et l'autre, ou un des gros intérêts, c'est que la puissance installée sur le pays, sur la France par exemple, elle n'a pas besoin d'être égale à la puissance totale de tous les appareils qu'il y a en France. Pourquoi? Parce qu'on n'allume jamais tous nos appareils électriques domestiques, personnels et professionnels en même temps. Quand on est chez nous, on n'est pas au travail, donc en fait au travail ça consomme moins. Quand on est au travail, on n'est pas chez nous, donc ça consomme moins. Et même chez nous, on n'utilise pas forcément tout en même temps. Et donc comme tout ne fonctionne pas en même temps, on a besoin d'une capacité de production pour faire face à certains pics, mais on n'a pas besoin d'une capacité de production qui est égale à la somme de toutes les puissances de tous les appareils électriques sur un pays. Voilà. Maintenant, si on passe avec du photovoltaïque total ou de l'éolien total, mais bon, prenons l'exemple du photovoltaïque.
Ce n'est pas du tout la même chose parce que c'est une production de bouts de réseau. Bout de réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque installation va produire sa propre électricité. On ne peut pas avoir de grosses unités, de grosses centrales. On est obligé d'avoir plusieurs unités de production plus petites à différents endroits. Donc, ça signifie qu'au lieu d'avoir un seul réseau national qui est interconnecté, on va avoir plusieurs petits réseaux à gérer avec beaucoup d'installations autonomes. Ça veut dire aussi que comme ce n'est pas pilotable, il faut développer un moyen de stockage. En plus, le photovoltaïque ne produit pas de l'électricité en alternative, ça produit du continu. Or, tous nos appareils fonctionnent en alternatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette électricité qui est produite par les panneaux photovoltaïques en continu, il faut la transformer en alternatif 50 Hz. Et il faut que ce soit vraiment du 50 Hz, sinon le réseau ne tient plus. Donc, sur toutes nos installations, on doit avoir ce qu'on appelle un onduleur. Un onduleur, c'est quelque chose qui va permettre de transformer du continu en alternatif. Il nous faut des batteries pour stocker, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de soleil, on n'a pas d'électricité. Et en plus, ça veut dire qu'il faut multiplier la puissance installée. Pourquoi? Parce que si on a beaucoup de petits réseaux autonomes, si par exemple je dis que moi je veux avoir ma maison autonome en électricité, je suis obligé d'installer en puissance l'équivalent de la puissance totale de ma maison. Parce que chez moi, il est possible que j'allume tout en même temps. Je fais la cuisine en même temps que quelqu'un regarde la télé, puis il y a la pompe à chaleur qui fonctionne, les ordinateurs sont branchés, il y a de la lumière. Donc, ça signifie que pour une installation, pour une petite installation, il n'y a pas cet effet de gros réseau. Pour une petite installation, on est obligé d'installer en puissance toute la puissance qui peut être consommée au maximum si on emmène tout en même temps. Et donc, ça veut dire que si on passe en photovoltaïque total, alors il va falloir démultiplier la puissance installée en France. Beaucoup plus de puissance parce que la puissance qu'on va devoir installer, ce sera presque la puissance qui correspond à tous les appareils électriques en France. Voilà. Donc, c'est peut-être possible, mais encore une fois, ça veut dire un gros changement au niveau de la gestion du réseau. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et actuellement, notre réseau électrique de transport d'électricité n'est pas adapté à ça. Voilà. Donc, tout photovoltaïque et tout éolien, c'est possible, mais il y a beaucoup d'adaptations à faire. Et ça ne va pas se faire en un clin d'œil et en quelques années. Ça va prendre des dizaines d'années. Un exemple de ce qui a été fait près de chez nous, c'est-à-dire en Allemagne. Alors, en Allemagne, vous savez peut-être que l'Allemagne a installé beaucoup d'énergie renouvelable, principalement de l'éolien et du photovoltaïque. Ici, alors ces graphiques-là, je les ai tirés du site allemand, l'équivalent de RTE, que je vous avais montré la dernière fois, hein, avec toutes les courbes qui se tracent en temps réel. Donc, il y a la même chose pour tous les pays. Donc là, je suis allé chercher ça sur le site en allemand. Heureusement, on pouvait mettre en anglais parce que sinon, en allemand, j'aurais eu du mal. Alors, ce premier diagramme ici nous montre l'évolution de la puissance installée, de la puissance électrique installée en renouvelable depuis 2002. Depuis le début des années 2000, l'Allemagne a mis énormément d'argent pour développer les énergies renouvelables, principalement wind onshore, c'est-à-dire de l'éolien terrestre, et puis du solaire photovoltaïque. Effectivement, quand on regarde en 2002, il y avait à peu près 10 gigawatts, à peu près 10 gigawatts d'éolien installés et il n'y avait presque pas de solaire. Et puis, toutes les années, c'est monté jusqu'en 2019. Donc, vous voyez la barre jaune. Et puis ici, la barre vert clair et la barre vert un peu plus foncé et gris. Ça, c'est de l'éolien offshore, c'est-à-dire dans la mer. Sur une vingtaine d'années à peu près, entre 2002 et 2019, la puissance installée en solaire, c'est 110 gigawatts. Alors, à nouveau, comme moyenne comparaison, un réacteur nucléaire, la puissance est 1 gigawatt. Donc, ça veut dire que l'Allemagne a installé en énergie renouvelable l'équivalent de 110 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Ça a coûté des centaines de milliards d'euros.
Forcément, grâce à ça, l'Allemagne a produit beaucoup plus d'électricité issue d'énergie renouvelable. Donc ici, ça, c'est l'évolution de la production d'électricité, donc d'énergie. Sur le graphe avant, on est en gigawatts, c'est la puissance installée, ce qui veut dire en fait la quantité d'unités de production. Maintenant, ici, on est en térawattheure, donc ça, c'est de l'énergie, c'est l'énergie qu'ont produit des installations. Forcément, on voit la même évolution. En 2019, il y a beaucoup d'électricité qui vient de l'éolien et puis beaucoup qui vient du solaire comparé à 2002, ce qui paraît assez logique. Sur cette vingtaine d'années, l'Allemagne a multiplié par 5 sa production d'électricité verte, donc plus de 100 TWh. Maintenant, ici, voici l'évolution de la production d'électricité totale de l'Allemagne. L'Allemagne produit chaque année, à peu près comme la France, en fait, entre 500 et 550 TWh. Alors, ça fluctue, des fois ça monte un peu, des fois ça descend, mais si on regarde sur les 20 ans, ça ne bouge pas trop. Donc, l'Allemagne a une production totale d'électricité qui est assez stable. Et si par contre on regarde les couleurs des barres, eh bien, d'après ce qu'on a dit juste avant, vous voyez que les barres qui sont dues aux énergies renouvelables ont beaucoup augmenté. Et puisque la production, c'est toujours la même, ça veut dire que les barres ici en bas ont diminué. Ces barres, qu'est-ce que c'est? Alors là, le noir, c'est le charbon. Ça, c'est le lignite. Le rouge, c'est le nucléaire. Et ensuite, biomasse et hydroélectricité. Mais vous pouvez voir que si on regarde par exemple le charbon, là, hop, par rapport à là, ça a baissé. Par contre, le gaz, non. Ouais, ça, c'est le gaz, là, ici. Le gaz, par contre, n'a pas bougé. Monsieur? Oui. Sur le tout premier graphique, ça représentait quoi la couleur bleu pâle? Ah ouais, alors ça, c'est ça, je pense que ce sont les steppes. C'est les centrales hydroélectriques qui permettent, comme je vous l'avais expliqué, de recharger par pompage. D'accord. Voilà. Je pense qu'avant, il ne faisait peut-être pas la différence. Donc, je ne sais pas pourquoi, là, il y a ce gap entre 2010 et 2011. Il y a certainement un changement dans la manière dont on compte les choses. Par contre, je ne suis pas assez calé sur le réseau électrique allemand pour expliquer le pourquoi du comment. Mais là, je pense qu'il y a un changement dans la manière de compter. Voilà. D'accord, merci. Donc, je disais, la part d'électricité renouvelable a augmenté. L'électricité totale n'a pas changé. Donc, la part d'électricité fossile a diminué. Effectivement, si maintenant on regarde la production d'énergie électrique qui est due soit au fossile, soit au nucléaire, ça baisse. Ça baisse principalement sur le charbon, pas trop sur le lignite et pas du tout sur le gaz. Mais en tout cas, ça baisse. Et alors ici, je vous disais, l'Allemagne a multiplié par 5 sa production d'énergie verte, d'électricité verte en 20 ans, donc a augmenté de 200 TWh sa production d'électricité verte. Mais en contrepartie, l'Allemagne a baissé sa production de 200 TWh d'électricité fossile et un peu nucléaire. Donc si on résume, l'Allemagne a multiplié par 10 sa capacité de production. Donc, l'Allemagne a augmenté sa production d'électricité renouvelable. En contrepartie, elle a baissé sa production d'électricité fossile parce que sa production globale n'a pas changé. Alors, question, l'Allemagne a-t-elle fermé des centrales à charbon, à gaz ou nucléaire? Puisque elle consomme beaucoup moins d'énergie, d'électricité fossile, est-ce qu'elle en a profité pour fermer des centrales à charbon? Voici l'évolution de la puissance électrique fossile et nucléaire installée. Et ce que l'on peut voir, c'est que les barres n'ont pas du tout changé. Sauf pour le rouge. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Fukushima. Et donc, suite à la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a décidé d'arrêter toutes ses centrales nucléaires. Et donc là, petit à petit, la barre rouge diminue. Mais sinon,
Si vous regardez la barre marron ici, le lignite, c'est la même. Charbon, c'est la même. Gaz, et alors le gaz, c'est mieux. Vous voyez que là, la barre, elle est plus petite qu'ici. Donc, ça veut dire que depuis le début des années 2000, alors que l'Allemagne a augmenté sa capacité de production en énergie renouvelable et a baissé son électricité produite en gaz et charbon, elle n'a pas fermé de centrales à charbon et elle a même ouvert des centrales à gaz. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Pour revendre l'électricité? Non. Alors, Parce que l'Allemagne pour les revend de emplois, l'électricité. Pardon? pour les emplois, Non, pas pour les emplois. L'Allemagne revend de l'électricité, mais l'Allemagne, quand elle revend de l'électricité, je le dirai après alors, mais elle revend de l'électricité verte, mais elle ne revend pas d'électricité qui est issue du charbon. Non, mais c'est simplement parce qu'en fait, le solaire et l'éolien, ce n'est pas pilotable. Et donc, ça veut dire qu'on a beau installer autant de puissance éolienne ou solaire que l'on veut, si on ne change pas notre mode de vie et si on veut continuer à vivre avec notre pic de 19 heures, si à 19 heures, il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, alors ça veut dire qu'il nous faut un autre moyen de production pour pouvoir fournir de l'électricité à 19 heures. Et donc, ça signifie que toute l'industrie nucléaire et puis fossile n'a pas diminué son parc, donc son moyen de production. Ça veut dire qu'il y a toujours autant de centrales à charbon ou à gaz à entretenir, sauf que ces centrales produisent moins. Et donc, comme elles produisent moins, elles gagnent moins d'argent et donc elles coûtent plus cher. Mais on ne peut pas les fermer et même on en ouvre. L'Allemagne a ouvert l'année dernière une énorme centrale à lignite. Donc, le lignite, c'est du charbon qui n'est pas encore tout à fait du charbon. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de vent, il lui faut de l'électricité. Et donc, si on regarde sur une semaine, donc ça c'était en 2019, une semaine en décembre, la consommation électrique de l'Allemagne, c'est un peu comme en France. Vous voyez, vous avez le pic de 19 heures à chaque fois. On a un peu le même mode de vie. Donc, si on regarde la globalité, ça consomme quand on en a envie. Maintenant, si on regarde dans le détail des couleurs, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Comme il y avait beaucoup de vent, les éoliennes tournaient. Et donc, vous voyez, les centrales à gaz, là, à charbon, elles étaient plutôt éteintes. Par contre, dès qu'il y a moins de vent, eh bien, pour compenser, il faut allumer des centrales à gaz. Et donc, on rentre dans un paradoxe où, pour favoriser les énergies renouvelables, parce que le réseau n'est pas adapté et parce que nos modes de vie ne sont pas adaptés, on ne peut pas fermer des centrales à charbon et des centrales à gaz. On est obligé d'en avoir toujours autant. Alors, bien sûr, elles produisent moins. Donc, comme elles produisent moins, ça veut dire que si on regarde le rejet de CO2 par kilowattheure produit sur la globalité de la production, ça baisse. L'Allemagne a baissé ses émissions de CO2. Mais l'Allemagne, bien qu'elle ait baissé ses émissions de CO2, n'a pas fermé de centrale à charbon, elle en a même ouverte et elle a ouvert des centrales à gaz. Et alors, par rapport à la question qui m'était posée tout à l'heure, l'Allemagne vend de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une telle puissance d'énergie renouvelable installée que quand elle surproduit par rapport à sa consommation, eh bien, l'électricité verte, ce qui paraît assez logique, donc ça c'est l'Europe qui l'a décidé, l'électricité verte doit être prioritaire sur d'autres types d'électricité. Lorsque l'Allemagne a beaucoup de soleil et beaucoup de vent et qu'elle produit plus, ça veut dire que nous, en France, on doit éteindre des réacteurs nucléaires et acheter de l'électricité à l'Allemagne parce que l'Allemagne est en surplus de production et donc on doit s'effacer devant la production d'électricité verte de l'Allemagne. Mais quand l'Allemagne n'a pas de vent et qu'elle est en déficit de production, elle nous achète de l'électricité, elle nous achète de l'électricité nucléaire. Et donc, bien que l'Allemagne a décidé après Fukushima de fermer ses centrales nucléaires,
l'Allemagne est quand même dépendante de notre électricité nucléaire parce que sans notre électricité nucléaire, elle n'est pas capable de s'adapter à ces pics de production s'il n'y a pas de vent ou à ces pics de consommation. Voilà. Tout ça est très complexe en fait. Et c'est pour ça que les énergies renouvelables, alors encore une fois, c'est très bien, il faut en faire, mais ce n'est pas si simple que ça à faire. Et quand on entend des discours assez utopistes disant ben, on ferme nos centrales à charbon, nos centrales nucléaires et on met des éoliennes et du solaire partout, oui, très bien, mais il ne faut pas faire croire aux gens que ce sera sans changer les modes de vie, sans s'adapter, ou en tout cas, ça ne sera pas en consommant autant. Ce n'est pas possible. Il faudra consommer moins. Bon, et un autre exemple ici sur l'Espagne. La courbe grise, c'est la puissance installée en éolien et en photovoltaïque depuis les années 90. Vous voyez, hop, l'Espagne a installé à peu près 25 gigawatts, un petit peu plus, de puissance électrique renouvelable. Le marron, c'est la puissance installée en centrale à gaz. Eh bien, sur la même période, l'Espagne a ouvert en puissance autant de centrales à gaz qu'elle a installé de photovoltaïque ou d'éolien. Pourquoi? Pour toujours la même raison. Quand il n'y a pas de vent et de soleil, il faut bien pouvoir produire pour notre pic de 19 heures et donc on allume les centrales à gaz. Donc, autant on installe d'éolien ou de solaire, autant il faut installer pour le moment de centrales fossiles. Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que choisir son moyen de production énergétique, c'est en fait choisir des avantages et des inconvénients. Et il est faux de dire que certains moyens de production ont tous les défauts et aucun avantage, et inversement pour d'autres. Si par exemple, on regarde le charbon et le gaz, où l'usage principal, c'est l'électricité. La ressource est finie. Un jour, il n'y en aura plus. Donc, ça, c'est quand même un gros désavantage. Par contre, un avantage, c'est que c'est à très haute concentration, tout comme le pétrole d'ailleurs. C'est très simple à utiliser. Et puis, j'en ai pas reparlé, mais je vous en avais parlé lors des premiers cours. Le taux de retour énergétique est plutôt bon. Quand on investit 1 en énergie, on récupère 30. Par contre, le gros inconvénient, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pilotable. Si on regarde le solaire et l'éolien qui fait de l'électricité, c'est illimité, c'est du renouvelable. Par contre, le problème, c'est qu'en concentration, c'est faible. Le développement technologique, eh bien, ça occupe énormément de surface et de matériaux. Ça, je vais vous le montrer juste après. Et en taux de retour énergétique, c'est beaucoup moins bon. Par contre, c'est très bon pour les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas pilotable. Et on peut comme ça faire le bilan sur chaque type d'énergie. Il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, choisir un mix énergétique, c'est en fait faire un choix entre des avantages et des inconvénients et estimer ce qui est le mieux ou ce qui est le moins bien. Donc, ce tableau, on le reverra tout à la fin, complété avec le nucléaire et on fera un bilan. Je viens juste là de parler de consommation de matériaux en fonction du type d'énergie. On n'a pas toujours non plus à l'esprit que par quantité d'énergie qui va être produite, on peut regarder combien de matériaux, donc physiques, c'est-à-dire combien de cuivre, combien d'aluminium, combien de béton, combien de ciment il a fallu pour construire l'unité de production. Si on regarde par exemple, donc coal c'est charbon, une centrale à charbon, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est en tonnes par térawattheure d'électricité produite. Pour construire une centrale à charbon, eh bien, il faut 3 tonnes d'aluminium par térawattheure d'électricité. Et il faut 310 tonnes, style c'est l'acier, par térawattheure. Et on peut comme ça regarder chaque type de production. Et si on regarde, par exemple, le photovoltaïque, on se rend compte que pour produire 1 térawattheure d'électricité, eh bien, il faut énormément de matériaux et beaucoup plus. Donc, si on veut remplacer des unités de production
qui utilisent des densités d'énergie très élevées par des unités de production comme le vent ou le photovoltaïque qui vont récupérer de l'énergie beaucoup plus diffuse, forcément, pour récupérer de l'énergie plus diffuse, il nous faut beaucoup plus de matériaux. Or, bon, j'en parle pas ici, mais on a aussi un gros problème dans la raréfaction des ressources sur certains matériaux. Par exemple, la dernière fois, quand je vous ai parlé de pics pétroliers, en fait, on peut avoir le même type de raisonnement pour tous les matériaux. Il y a aussi le pic du cuivre. Et alors, le pic du cuivre, il est attendu, il me semble, d'ici 2050-2060. Ce qui veut dire que passé 2050, on aura tous les jours moins de cuivre que la veille. Pour le moment, on monte. Une fois qu'on aura passé le pic, ça veut dire qu'on aura de moins en moins de cuivre. Quand on aura de moins en moins de cuivre, ça va être compliqué pour l'électricité. Et c'est le cas comme ça pour tous les matériaux. Tous les matériaux qui sont finis ont forcément, à un moment, un pic de production et puis ensuite ça décroît parce qu'il n'y en a plus. Et donc, ça me permet de faire une remarque par rapport à ce que je vous avais dit aussi lors de la première séance. Imaginez qu'on peut avoir un monde avec une croissance économique infinie alors qu'on repose sur des matériaux dont la quantité est finie. C'est à mon sens une utopie. À un moment, quand il n'y en a plus, je ne vois pas comment on va pouvoir créer des richesses à partir de rien. Voilà. Pour terminer ce cours, pour cette partie, je voudrais vous montrer juste, alors ça dure 5 ou 6 minutes, une vidéo de Jean-Marc Jancovici. Je vous en ai déjà parlé. En fait, ce que je fais, c'est un résumé, mais un petit peu différent des cours qu'il fait, qui durent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Parce que peut-être qu'il dit les choses un petit peu mieux que moi. Alors, vous pouvez écouter ce qu'il raconte. Donc, c'était en 2012. Donc, il y a des choses qui ont quand même évolué, notamment sur le photovoltaïque. Et dans cet extrait, il était reçu par une commission sénatoriale, donc des sénateurs. Il y avait peut-être aussi des députés, mais certainement surtout des sénateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est de le regarder expliquer des choses, un peu comme je viens de le faire, c'est-à-dire avec des ordres de grandeur, avec des calculs assez simples, à des personnes qui n'ont aucun esprit scientifique et, comme vous allez le voir, qui ne comprennent absolument rien à ce qu'il dit, alors que pourtant c'est très simple. Or, ces personnes-là, ce sont des hommes politiques qui font nos lois. Et donc, c'est assez bizarre de se dire que ces personnes-là qui ne comprennent absolument rien au problème vont devoir établir des lois pour régler le problème. Et je trouve que cet extrait le montre assez bien. Alors, hop. Je vais peut-être sortir de là pour vous diffuser la vidéo en espérant que ça marche à peu près. Si jamais ça ne marche pas, vous me direz. Alors, une petite indication. On n'entend pas bien. Oui, on ne m'entend pas. Vous n'entendez pas? Non. Alors, on va voir si je refais comme ça. Hop. Hop. Vous voyez l'image? Oui. D'accord. Alors, voyons voir si j'augmente le son. On refait. Toujours pas. C'est mieux ou pas? Non, non. Bon. Alors, dans ce cas-là, la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en ligne. Comme ça, vous pourrez la regarder. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est dommage, j'aurais voulu vous la montrer maintenant. Mais à distance, ça ne fonctionne pas trop. Donc, je vais la mettre sur YouTube dans la playlist avec toutes les vidéos de tous les cours. Comme ça, vous pourrez la regarder. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Alors, on m'a posé la question ce matin. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé d'hydrogène. Bon, si vous avez des questions, on peut en parler rapidement, mais il faut que je prévoie une partie sur l'hydrogène où on pourra en discuter une autre fois, si vous voulez. Voilà. Merci et bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne soirée.